C'est l'heure du Journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la situation au Burkina Faso après un week-end de renversement, coup d'État et exil du colonel Damiba au Togo. Le capitaine Traoré qui a pris le pouvoir promet une transition rapide et des assises. Le pays est-il en train de sombrer dans l'instabilité politique et insécuritaire? Décryptage dans un instant avec notre invité Francis Patinde et Khalid, notre ancien correspondant dans le pays. Et puis le Tchad qui prolonge sa transition de 2 ans. Le chef de la junte, Mohamed Déby, est maintenu à la tête de l'État et pourra briguer la présidence. Cette prolongation s'est décidée à l'issue du dialogue national boycotté par une grande partie de l'opposition et des organisations de la société civile. Il n'aura tenu que 8 mois au pouvoir avant de se faire déloger, lui aussi par un coup d'État. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba a fini par démissionner, contraint et forcé par le putsch d'un capitaine, Ibrahim Traoré. Il est désormais en exil au Togo et appelle à respecter les engagements pris avec la CEDEAO. Les précisions de notre envoyé spécial à Ouagadougou, Ange Nomagno. Le nouveau leader autoproclamé, Ibrahim Traoré, a fait une annonce publique dimanche appelant la population à vaquer à ses occupations quotidiennes et à cesser tous les actes de vandalisme que nous avons vus ce week-end. Et il semble que les Burkinabés aient fait exactement cela. Le trafic a repris, les rues ont été très animées, bourdonnant de motos et de piétons toute la journée. Les écoles ont même rouvert dans la capitale, ainsi que les magasins dans l'ensemble. Les personnes à qui nous avons parlé sont heureuses de ce retour à la stabilité et la plupart d'entre elles ont exprimé leur soutien à Ibrahim Traoré. Elles disent avoir été frustrées par l'ancien dirigeant de transition Damiba et lui reprochaient de ne pas avoir réussi à endiguer la menace terroriste qui a paralysé la majeure partie de la nation depuis 2015. Damiba est parti. Il y a un nouveau président qui est venu. Ce que nous attendons de lui, le premièrement, c'est l'insécurité. Deuxièmement, il n'a qu'à écouter les populations là. Parce que les populations souffrent, les militaires souffrent. Nous voulons que les souffrances les finissent. Nous nous fatiguons de pleurer. Une autre question importante sera la transition politique dans le pays. Une délégation de la CEDEAO doit se rendre au Burkina Faso mardi et l'on s'attend à ce qu'elle reprenne les négociations là où elles se sont arrêtées avec Damiba qui avait accepté un retour à un régime civil dans les 2 prochaines années. Au plus tard, M. Traoré est désormais chargé de gérer les affaires courantes du pays jusqu'à la nomination du président. Il reste maintenant à savoir si cette transition aura lieu, quand, dans quelles conditions et qui sera nommé. Vous l'avez entendu, le colonel Damiba est en exil au Togo. On va l'écouter. L'objectif affiché était clair. Interrompre la transition. Devant les risques de division et de fracture au sein de notre armée et considérant les motivations profondes de l'avènement du MPSR et l'intérêt supérieur du Burkina Faso, en toute conscience et en pleine responsabilité, j'ai renoncé pour compter de ce jour, 2 octobre, à ma fonction de chef de l'État. Francis Patinde, vous êtes journaliste spécialiste de l'Afrique. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Alors, on a entendu le colonel Damiba. Il a dit, entre autres, que le coup d'État, c'est pour rompre la transition. Le nouvel homme fort du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, lui, dit que le pouvoir ne l'intéresse pas. Lesquels des deux faut-il croire? Par principe, je méfie de la parole et des promesses des prétoriens. Donc, je pense qu'on jugera le nouveau patron du Burkina à ses faits et gestes au cours des prochaines semaines. Alors, est-ce que le Burkina vient de faire un nouveau pas vers le précipice avec ce coup d'État, 8 mois après le précédent coup d'État? Les coups d'État, ça doit être l'exception. Ça ne peut pas être la règle. Le Burkina, je crois, depuis son indépendance, a connu peut-être une quinzaine de coups d'État. Donc, ça ne peut pas être la règle. Ce qu'il faut, c'est mettre un terme à le pouvoir de revenir aux civils. Le coup d'État de janvier 2022 était déjà un accroc à la loi, à la Constitution. Celui qui vient d'intervenir l'est tout autant. Donc, qu'un militaire remplace un autre, on ne peut pas passer notre temps en Afrique à ce sport-là. Et on parle de la transition.
le colonel Damiba dit qu'il faut suivre cette transition, respecter les engagements pris avec la CEDEAO. Est-ce que c'est possible avec ce nouveau coup d'État? Il y a un cadre légal, donc des négociations avec la CEDEAO, il y a un cadre. Je pense qu'il faut tenir ce rendez-vous, il faut tenir la promesse qui est faite. Maintenant, on ne peut pas croire à quelqu'un qui vient d'arriver au pouvoir. Attendons de voir. Il y a déjà quelque chose, d'ailleurs, vous savez, le capitaine Traoré est arrivé au pouvoir à l'âge où Thomas Sankara est arrivé au pouvoir. En 83, Thomas Sankara avait exactement 34 ans, mais Thomas Sankara, c'était quelque chose. Il était plus flamboyant, il avait une formation idéologique et il avait un peu plus de rigueur. On attend du capitaine donc Traoré qu'il tienne son engagement et qu'il laisse la place peut-être à quelqu'un d'autre dans de brefs délais. En tout cas, parmi les choses qui précipitent cette instabilité politique, Khalid-Oussi, c'est la question sécuritaire. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Je rappelle, si besoin, que vous étiez notre correspondant pendant des années au Burkina Faso, que vous avez réalisé de nombreux reportages et que vous avez vu la situation se dégrader dans le pays. On peut dire aujourd'hui que c'est le sécuritaire qui détermine le politique. Clairement, c'est le sécuritaire qui détermine le politique. D'ailleurs, les deux derniers putschistes, on peut dire, ont justifié leur coup d'État par le fait que leurs prédécesseurs ne pouvaient pas assurer la sécurité du pays. Damiba, en janvier, avait invoqué cet argument envers Roch Kaboré. Et Ibrahim Traoré, le même argument invoqué envers Damiba. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux attaques précises qui ont provoqué le départ des deux derniers présidents. Roch Kaboré, c'était l'attaque d'Inata, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était il me semble que c'était au mois de novembre 2021. Une attaque, c'est pas une attaque, c'était des soldats qui avaient envoyé une note disant qu'ils n'avaient plus de nourriture, qu'ils n'avaient plus de vivres, qu'ils allaient même chasser le gibier pour manger. Ils ont été attaqués par des groupes djihadistes et ça a fait 50 morts. Ça a fait un grand retentissement au Burkina Faso et ça a provoqué la chute de Roch Kaboré. Et là, c'est encore une attaque, mais l'attaque contre un convoi à Gasguindé. Et Gasguindé, c'est dans la région du Soum, pas loin de Djibo. Et cette attaque a eu lieu en début de semaine dernière, lundi dernier. 150 camions ont été incendiés. Officiellement, il y a eu 11 morts, une cinquantaine disparus. Et c'est cette attaque, même Damiba le dit lui-même dans son discours, qui a provoqué sa chute. Donc on peut dire que le souci vient principalement de la région du Soum. Et il y a une route, la route nationale 22. C'est cette route qui est quasiment inaccessible aujourd'hui au Burkina Faso. C'est une route qui mène de Ouagadougou à la région du Soum, à Djibo. Vous pouvez le voir sur l'écran. Le 9 août dernier, à Namsiga, sur cette route, il y a eu une attaque contre des militaires qui a fait 15 morts. Et le 26 septembre, c'est à Gasguindé, une attaque contre un convoi de vivres qui a fait 11 morts et 50 disparus. Mais cette route est essentielle pour amener des vivres dans la ville de Djibo, car Djibo, c'est une ville symbolique aujourd'hui au Burkina Faso. Alors justement, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur cette ville. Vous avez effectué une mission à Djibo, une ville tombée entre les mains des djihadistes depuis février dernier et qui n'est toujours pas revenue sous l'autorité de l'État burkinabé. Djibo, c'est un peu symptomatique du malaise dans le pays. Djibo, tout d'abord, c'est une ville symbolique parce que c'est dans cette ville qu'a été créé le premier groupe djihadiste burkinabé, Ansarul Islam, en 2016. Et malheureusement, elle est vue par beaucoup de monde au Burkina, extérieur au Burkina, comme la ville des djihadistes. Et Djibo, aujourd'hui, j'ai contacté certaines personnes qui habitent à Djibo ou qui ont de la famille à Djibo. Aujourd'hui, Djibo est coupé du Burkina Faso. Ça fait plus de peut-être 2-3 semaines qu'il n'y a pas eu de vivres. Des personnes meurent de faim d'ailleurs. Et on peut ravitailler que par avion. Par avion. D'ailleurs, il y a des mamans qui ont lancé un appel dimanche matin. Des mères sont sorties en centre-ville de Djibo pour réclamer de la nourriture car leurs enfants mouraient de faim. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de nourriture. Les prix des denrées alimentaires ont explosé. Il y a eu de l'inflation car des personnes ont voulu spéculer. Je prends juste un dernier exemple. Le prix, par exemple, de l'huile est passé de 1 000 francs à 2 000 francs. Donc c'est cette situation sécuritaire aussi qui plonge le pays dans cette instabilité politique. C'est aussi à cause de cette insécurité que l'on voit ces coups d'État se multiplier. Malgré tout, on va s'arrêter un instant sur le retour à la normale. Notre correspondant, notre envoyé spécial en parlait tout à l'heure. Les événements de ce week-end qui ont plongé le pays dans l'incertitude n'a pas empêché les écoliers de reprendre le chemin de l'école. La rentrée scolaire a été maintenue malgré l'inquiétude des parents. Laurent Berstécher. Alors que le calme revient peu à peu à Ouagadougou,
Sédou Nyampa amène ses enfants à l'école. En ce jour de rentrée, ce père de famille ne peut réprimer son anxiété suite au coup d'État de vendredi. Un peu d'inquiétude, avec la situation du pays. Nous, notre souhait, le souhait des parents, c'est que ça aille normalement. Un retour à la normale que les professeurs de cette école font tout pour mettre en œuvre. Après avoir chanté l'hymne national et répondu présent à l'appel, les enfants retrouvent leur salle de classe où ils reprennent les cours avec enthousiasme et pour certains, un peu d'ennui. Malgré quelques regards inquiets, la journée se déroule sans incident. Une victoire pour l'administration qui refuse que les événements du week-end ne viennent perturber la rentrée. Nous ne pouvons pas être sûrs à 100% qu'il n'y aura pas de perturbation, mais nous osons croire que, telles que les choses se sont passées, nous pouvons penser que, s'il plaît à Dieu, nous allons pouvoir commencer et boucler l'année en toute quiétude. Chaque année, de plus en plus d'enfants se retrouvent déscolarisés en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, victimes de l'insécurité qui sévit dans ces régions. L'UNICEF estime qu'environ 11 000 écoles ont dû fermer au Sahel et dans la région du lac Tchad à cause des guerres et des violences. Francis Patindé, on a eu l'occasion d'inviter le ministre burkinabé de l'Éducation, Lionel Bilgo, qui était sur ce plateau et qui avait fait un plaidoyer pour appeler la communauté internationale à aider le Burkina Faso et le Sahel. Il disait qu'en quelques mois, la communauté internationale a débloqué 13 milliards pour l'Ukraine et que ça faisait 7 ans que le Sahel, 69 millions d'habitants, 3 pays, pays des 3 frontières, attendaient 2,1 milliards de dollars et qu'il y avait 2 poids, 2 mesures. C'est un fait, on peut le constater, mais en revanche, comment la communauté internationale peut-elle continuer à aider un pays qui multiplie les coups d'État, fournir de l'argent, des armes à un pouvoir qui a pris le pouvoir par la force? Il y a 2 questions en une. D'abord, le principe de 2 poids, 2 mesures, c'est inacceptable. On l'a vu au Kosovo, on l'a vu dans d'autres situations. C'est sûr que la misère africaine, la misère du tiers-monde intéresse très peu. Et qu'on met beaucoup plus de l'argent pour ses semblables. Il faut oser le dire. Et les gens qui vous ressemblent, les gens qui sont à proximité. Et c'est le cas de l'Ukraine. Les Ukrainiens souffrent, c'est vrai, mais il y a des gens en Afrique, au Sahel particulièrement, qui souffrent beaucoup plus. Alors, le second volet, c'est savoir si... la communauté internationale peut aider un pays, un régime qui a pris le pouvoir par la force. Le problème de base, c'est pas celui-là. Le problème de base, c'est les ruptures constitutionnelles. Le fait qu'il y a un hiatus entre ce qui se décide à Bruxelles, à Paris et ailleurs, et ce que les gens pensent sur le terrain. À partir du moment où on accepte certains coups d'État, parce que, vous voyez, le Tchad, par exemple, dont on va parler tout à l'heure, il a été adoubé. Dès que son papa est mort, Idriss Déby Itno est mort, le président français est allé là-bas pour adouber. En tout cas, ça a été perçu là-bas comme ça. Et c'est profondément une injustice dans la perception des populations. Donc après, ne vous étonnez pas que, c'est vrai que la communauté internationale ne veuille pas mettre de l'argent sur ces pays parce qu'ils se disent, notre argent, chaque sou, ça compte. Mais il va falloir quand même les aider. Parce que le terrorisme n'est pas un problème sahélien seulement. C'est un problème qui se répand. Ça va descendre vers les pays du Sud, où il y a de fortes communautés françaises, européennes, où les intérêts français sont colossaux en matière de minerais, Donc, il va falloir aider ces pays à stopper le terrorisme. Merci beaucoup à Francis Patindé. On parle aussi du coup de la transition au Tchad. Elle a été prolongée de 2 ans et son président, le chef de la junte, Mohamed Idriss Déby, est maintenu. Une décision à l'issue du dialogue national boycotté par une grande partie de l'opposition. La correspondance à N'Djamena de Mamadou Djitabou. Je vous en prie. Prorogé de 2 ans et le général Mohamed Idriss Déby Itno pourrait se présenter aux prochaines échéances électorales qui devraient clôturer cette seconde phase de la transition. Telle est la décision de la plénière du dialogue national inclusif et souverain. La communauté internationale, dans sa majorité, à savoir l'Union européenne et les ambassades des pays représentés au Tchad, ainsi que les États-Unis et l'Angleterre, ont réagi par voie de communiqué. S'ils saluent tous les travaux du dialogue et leurs conclusions, ils émettent par contre des réserves sur l'éligibilité des membres du Conseil militaire de transition, se rangeant ainsi derrière la décision de l'Union africaine qui fixe la période de 18 mois pour l'achèvement de la transition et la non-participation aux élections futures des membres du Conseil militaire de transition. Pour la majorité des participants au dialogue à qui nous avons parlé,
L'inéligibilité des membres du CMT n'est pas important. Ce qui importe, c'est mettre en place des institutions assez fortes, capables de garantir des élections libres, transparentes et crédibles. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Khalid Oussi, notre ancien correspondant et expert du Burkina Faso. Merci beaucoup, Francis Patindé, spécialiste de l'Afrique. Merci d'avoir été notre invité. Restez avec nous dans quelques instants dans la suite de Paris Direct.